Bonjour, bienvenue à ce webinaire principalement dédié au personnel enseignant et aux conseillers et conseillères pédagogiques des organisations publiques et privées. Je suis Nathalie Anger du Service national du récit de la formation à distance et je serai l'animatrice de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui, sachant que vous êtes très occupés en cette fin d'année scolaire vraiment particulière. Vous seront proposées aujourd'hui des discussions et des pratiques pédagogiques qui visent à optimiser l'utilisation des trousses audiovisuelles qui ont été fournies ce printemps pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage à distance. L'intention pour vous, participants et participantes, est de familiariser avec des ressources qui pourront vous aider à vous lancer avec succès dans l'enseignement à distance et ses variantes, dont le comodal. Le webinaire est formé de deux parties. Dans un premier temps, des panélistes partageront des pratiques dans un contexte d'enseignement à distance utilisant l'équipement distribué dans les milieux scolaires. Cette partie de la rencontre est offerte en français et en traduction simultanée en anglais. Vous pouvez cliquer sur le petit globe terrestre au bas de la plateforme Zoom pour choisir la langue. La première partie est enregistrée pour diffusion sur la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation. Le document d'accompagnement, quant à lui, sera disponible à la fin du webinaire. Vous êtes invités à utiliser l'outil de clavardage pour des questions d'ordre général sur le déroulement de la rencontre. Mes collègues du ministère, Annick Parisé et Patrick Houd, vont suivre et intervenir pour vous dans le clavardage. Vos questions plus spécifiques seront les bienvenues dans les ateliers lors de la deuxième partie de la rencontre. Cette seconde partie est justement consacrée aux échanges sur diverses modalités d'enseignement à distance, telles que l'enseignement comodal ou ses variantes. Il sera possible alors d'activer votre microphone et votre caméra pour contribuer aux discussions et poser des questions plus spécifiques aux thématiques abordées. Afin de s'assurer de la protection des renseignements personnels de chacun, cette partie de notre rencontre ne sera pas enregistrée. De l'information supplémentaire vous sera présentée à la fin de la première partie. Le contexte de la pandémie a forcé le réseau d'éducation à faire un virage rapide au regard des technologies. Des milliers d'ordinateurs et des outils numériques ont été offerts pour répondre aux besoins impromptus d'enseignement et d'apprentissage à distance, tout en facilitant cet enseignement à distance et la mise en réseau de groupes. Ces outils vont continuer d'être présents après la pandémie. Afin d'optimiser l'utilisation des équipements, le ministère a mis en place un projet pilote nommé Prévention dans 7 centres de services scolaires et une commission scolaire. D'ici la fin du mois de juin, l'intention est de favoriser les occasions de collaboration entre enseignants, entre classes ou entre établissements, en plus d'offrir simultanément à des élèves qui sont présents en classe et d'autres à distance de l'enseignement. Des acteurs tels que le RICI, des CP, les services des technologies de l'information, des enseignants collaborent afin d'explorer les meilleures façons d'installer le matériel et de l'utiliser pour aller au-delà de l'enseignement magistral. Le déploiement a priorisé les classes de 3e, 4e et 5e secondaire, de même qu'un local par école primaire. La distribution massive des appareils et l'installation sont en cours. C'est possible que l'équipement ne soit pas encore installé dans votre école, ne vous inquiétez pas. Actuellement, la formation à distance au secteur des jeunes est possible grâce à un décret sanitaire en raison de la situation pandémique actuelle. Lorsque ce décret sera levé, seules les organisations scolaires inscrites à un projet pilote du ministère auront le droit de faire de la formation à distance pour la clientèle des jeunes au Québec. Un second projet pilote nommé Innovation prendra place à la rentrée scolaire 2021. Les dirigeants des organisations ont reçu de l'information quant aux balises et procédures d'accès à ce projet. Lançons maintenant les présentations de nos panélistes. Accueillons d'abord M. Jean Bélanger, conseiller au service local du récit au Centre de service scolaire des Phares. Bonjour, merci Mme Anger. Au Centre de service scolaire des Phares, nous avons participé au projet pilote Prévention. Un groupe d'élèves du deuxième cycle du secondaire a ainsi été impliqué. Le point de départ a été une volonté des enseignants de s'engager avec ces élèves dans la voie d'une pédagogie active. Plusieurs objectifs étaient poursuivis. Un des objectifs principaux était de mettre en œuvre donc des pratiques pédagogiques qui favorisent l'engagement et la motivation des élèves en mettant de l'avant cette pédagogie active. Ainsi qu'on a cherché à impliquer l'ensemble des acteurs dans l'élaboration, la mise en œuvre d'un plan d'action pour réaliser ce projet pilote
la conversation pédagogique a été stimulée, mise de l'avant et a été vécue comme un incontournable. Elle s'est posée comme un incontournable. Les enseignants ont ainsi participé à la réflexion, à la formulation des objectifs. Un espace virtuel a été consacré aux pratiques pédagogiques. On a participé et animé une équipe de conseillers pédagogiques cet espace virtuel. Évidemment, la conversation pédagogique n'était pas limitée à cet espace virtuel, mais dans le contexte que nous connaissons, ça a favorisé le partage de pratiques et de réflexion par les enseignantes et les enseignants. Une mise en commun de ressources également. De nombreux sujets ont pu être abordés. Par exemple, la motivation et l'engagement des élèves, les interactions en ligne, en situation de comodalité, de bimodalité, la rétroaction, l'évaluation, plusieurs aspects techniques aussi. Le simple fait de créer des canaux de communication permettait une conversation riche, de même que le design pédagogique a pu être abordé. On a, en plus de cette participation au projet pilote, une enseignante de sciences et technologies, Mme Karine Landry, qui, dans un contexte d'enseignement à distance, a expérimenté la trousse audiovisuelle. On va pouvoir visionner son témoignage à l'aide d'une capsule vidéo, après quoi M. Serge Gérin-Lajoie prendra la parole. Bonjour, je m'appelle Karine Landry, j'enseigne les sciences et bienvenue dans ma classe virtuelle. Donc, comme vous pouvez constater, le point de vue de l'élève dans cette disposition-là est vraiment intéressant parce que l'élève se sent comme s'il était dans la classe avec moi. De mon côté, ça me permet de rendre mon approche pédagogique beaucoup plus dynamique, voire même équivalente à ce qu'on pourrait normalement vivre dans une salle de classe en présence. J'aime bien travailler avec 3 écrans. Le premier écran est celui de mon ordinateur que je garde complètement libéré. Ça me permet de pouvoir clavarder avec mes élèves, de pouvoir leur envoyer des documents au besoin pendant mon cours. L'autre écran que je vais utiliser est celui derrière moi sur le tableau interactif. Donc, lorsque j'en ai besoin, je peux ajuster les caméras en fonction de la vision que je souhaite que mes élèves aient. Et je peux ensuite utiliser un support visuel dans mes cours. Le troisième écran que je vais utiliser est devant moi. C'est un écran supplémentaire sur lequel je vais mettre mes élèves. Donc ça me permet de pouvoir avoir un contact qui est plus direct visuellement parlant. Ça m'évite de devoir me pencher, de devoir regarder mon écran. Et ça me permet aussi de voir les réactions de mes élèves en tout temps. Donc souvent, quand on va enseigner en virtuel, les micros des élèves vont être fermés. Donc on va beaucoup se fier à leur non-verbal, Donc, lorsque j'enseigne, je me tourne, je peux leur poser des questions et voir leurs réactions en direct. Et selon ce que j'observe, bien là, je peux les questionner, leur demander d'ouvrir leur micro et de communiquer avec moi. J'aime bien aussi avoir avec moi un appareil mobile, soit iPad ou mon téléphone, parce qu'évidemment, lorsque j'enseigne, des fois, les élèves vont écrire dans le clavardage, ils ne vont pas nécessairement oser ouvrir leur micro. Donc, moi, ça me permet de pouvoir réagir en temps réel à leurs commentaires. Donc, ça rend le cours vraiment interactif, comme si on était en classe. En ayant une présentation comme ça qui m'accompagne, ça me permet de sortir un petit peu aussi de l'enseignement seulement magistral, étant donné que je vois mes élèves, je suis capable de les questionner facilement et d'avoir un retour qui est assez instantané. Donc, lorsque j'enseigne à distance, j'utilise un matériel audiovisuel autre que celui de mon ordinateur. Ça me permet, moi, de me libérer et de pouvoir enseigner de façon beaucoup plus dynamique. Les élèves, eux, sont dans le confort dans leur maison, mais se sentent vraiment comme s'ils étaient dans la classe avec moi. On a aussi ajouté une souris sans fil à notre installation, ce qui me permet en temps réel de pouvoir ajuster la caméra selon mes besoins. Donc, lorsque j'utilise moins le support visuel, j'aime ça dézoomer un petit peu et baisser la caméra parce que je ne suis pas très grande. Donc, ça permet d'avoir un meilleur cadrage. J'aime ça beaucoup gesticuler quand j'explique, me déplacer. Étant donné que j'enseigne les sciences, j'ai aussi souvent du matériel pour faire des démonstrations. Donc, ça aussi, ça me permet de m'ajuster en fonction de ce que j'enseigne. Au bout du compte, l'équipement que j'utilise me permet d'avoir plus de possibilités et de flexibilité lors de mon enseignement à distance, ce que mes élèves apprécient vraiment beaucoup.
Alors, depuis tout à l'heure, on entend parler de formation à distance, on entend parler de comodal. Prenons le temps quelques minutes juste pour bien comprendre de ce dont on parle. Donc, tous les enseignants connaissent bien ce que sont les cours en présentiel, en face à face ou en classe. Depuis le printemps 2020, plusieurs enseignants et même des étudiants ont découvert ce que c'est les cours à distance, qui peuvent être synchrones ou asynchrones. Vous conviendrez que ce mode de formation constitue une approche différente de concevoir des cours et des formations. Pour bien vous situer, lorsqu'on réduit le temps passé en classe au profit de temps en formation à distance, on tombe alors dans un troisième mode de formation qu'on peut le qualifier d'hybride. Donc, on a 3 modes de formation, en présence, à distance ou hybride. Quand on parle de comodal, ou quand on parle de cours commodo, il ne s'agit pas de cours où on mélange la formation en présence et la formation à distance. Il s'agit de cours où les élèves peuvent apprendre en étant assis physiquement dans une salle de classe ou un endroit désigné, un local ou peu importe, ou encore suivre des cours en étant à distance, chez eux, chez leurs voisins ou peu importe où ils sont à distance de l'école, à une distance physique, et que ce soit de manière synchrone ou asynchrone. Ce mode de formation, donc ce 4e mode de formation, existe en enseignement supérieur depuis au moins 2005. Il porte différentes appellations. On parle de l'approche iFlex, le flexible, le multi-access, le remote live participation, etc. Dans le cas qui nous intéresse, la formation des jeunes, les élèves peuvent être en classe ou suivre leurs cours à distance par le biais d'une plateforme de visioconférence ou à la limite d'une audioconférence téléphonique lorsque la connectivité n'est pas assez bonne. Comprendre et reconnaître qu'un cours comodal n'est pas un cours en présence auquel des apprenants à distance peuvent assister, c'est éviter des pièges connus et des problèmes qui seront assurément amplifiés par l'usage des outils numériques. Par exemple, certains enseignants ont découvert dans la dernière année qu'un cours à distance n'est pas seulement de reproduire ce qui se fait dans un cours en présence. Cela est connu depuis au moins une quinzaine d'années dans le domaine de l'enseignement à distance. Dans ce sens, quand on fait un cours comodal, il faut reconnaître que c'est donner un cours où on implique un redesign d'un cours traditionnel ou d'un cours magistral ou d'un cours en classe pour utiliser les technologies afin de communiquer et réaliser des activités pédagogiques en ligne et médiatiser des contenus. Donc, il y a des enjeux de communication et des enjeux de médiatisation. Ça nécessite aussi plus de préparation physique et aussi de préparation socio-affective. Ne pas agir ainsi, c'est risquer de ne pas offrir une qualité équivalente aux élèves à distance et ceux en classe. Par exemple, est-ce que les élèves atteindront les mêmes cibles d'apprentissage, peu importe où est-ce qu'ils vont être pour apprendre? Est-ce que les étudiants à distance ou les élèves à distance vont pouvoir poser facilement des questions? Est-ce que les élèves en classe n'auront pas le sentiment qu'on passe trop de temps à gérer les élèves à distance? Alors, développer un cours modal, c'est relever un ensemble de défis techniques. On peut penser à des défis vidéo, audio, la connexion, l'utilisation, les compétences numériques des utilisateurs, mais aussi c'est surtout s'arrêter aux défis pédagogiques de manière à assurer une expérience d'apprentissage riche et pertinente pour tous les élèves, peu importe d'où ils suivront le cours. Voilà. Alors, merci Serge pour cette mise à jour à propos de la comodalité. Alors, bonjour Étienne. Bonjour France. Alors, en tant que conseiller pédagogique au Service national du récit de la formation à distance, je crois que tu as quelque chose à nous partager pour faire suite aux propos de Serge. Oui, justement, il s'agit de la pratique de la comodalité vue par le récit. Pour faire suite aux propos de Serge, commençons par rappeler ce que le ministère de l'Éducation a dit à propos de des modalités d'enseignement possibles pour le projet pilote dans le document explicatif envoyé au réseau la semaine dernière. Le ministère a défini le concept de comodal et d'alternance asynchrone comodale. Le comodal signifie des élèves en présence et à distance en même temps. L'alternance asynchrone comodale signifie des élèves en différé qui seront parfois en synchrone avec la classe. Les équipements achetés et présentement en cours de distribution dans les centres de services scolaires le furent pour prévenir la pandémie qui perdure. Cependant, il est raisonnable de croire qu'à l'automne, tout cela sera derrière nous. Le projet pilote innovation ouvre des contextes pour appliquer la comodalité. Évidemment, en cas d'événement grave comme une pandémie, mais on peut aussi penser à des élèves sportifs de haut niveau en tournoi sur le temps scolaire, à des élèves en maladie longue durée, à des élèves qui n'ont pas accès à des cours ou à certaines options, à des élèves de classe multiniveau, à des écoles virtuelles ou à tout autre besoin qui se présenterait autorisé et faisant partie d'un projet pilote. Pour arriver à la comodalité ou à l'alternance asynchrone comodale, il faut mettre en place des pratiques pédagogiques et des éléments organisationnels ou logistiques favorisant la poursuite des activités d'enseignement-apprentissage, peu importe le contexte, temps, espace, choix. C'est ce que nous appelons la pratique de la comodalité. Ce qui suppose
de proposer des activités ou des situations d'enseignement-apprentissage pouvant être vécues par des élèves présents dans la classe ou à distance. Et si en plus on a des élèves en alternance asynchrone comodale, de penser les activités pour être vécues en différé. Tout ceci demande de repenser l'enseignement de façon à mettre l'accent sur le développement de l'autonomie des apprenants qui ne seront pas toujours en présence de l'enseignant. Ce qui peut se faire, par exemple, en instaurant l'utilisation de plans de travail pour les élèves ou la mise en place de routines ou de procédures. Si nous souhaitons que l'apprenant vive une expérience riche et enrichissante, comme le disait Serge, il faut créer un effet de groupe. Il faudra favoriser les possibilités d'interaction multiples entre les apprenants à distance, en présence et en différé, entre eux et avec l'enseignant, et mettre en place des dispositifs collaboratifs où les apprenants pourront travailler ensemble, peu importe le contexte. Ceci suppose d'adopter une structure flexible de la classe étendue, où on prendra le temps de construire les savoir-faire nécessaires. Cette structure devra être supportée par un environnement numérique d'apprentissage et des appareils en nombre suffisant. Pour y arriver, il faut se préparer, se former. Le récit de la formation à distance sera là pour vous. Nous avons préparé 13 micro-formations comprenant des infographies résumant les essentiels. Elles seront officiellement lancées le 8 juin. Elles peuvent être classées en sujets touchant l'organisation, la planification, l'évaluation, la relation, les besoins particuliers et la famille. Elles pourront être consultées sur Campus Récit ou sur l'un de nos sites. Et toi, France Lafleur, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, veux-tu nous parler de ce qui s'en vient cet automne, ce sur quoi nous allons collaborer? Oui, bien sûr. Alors, c'est avec plaisir que j'attendrai les enseignants et les conseillers pédagogiques du Québec cet automne pour une auto-formation sur la comodalité, environ une dizaine d'heures qui seront réparties en capsules thématiques. Donc, actuellement, nous sommes en train de réaliser un projet pilote avec 7 centres de services scolaires francophones et une commission scolaire anglophone. Alors, ce projet se déroule sous la forme d'une recherche-action-formation. Nous avons constitué une communauté de pratique dans laquelle la participation d'enseignants et de conseillers pédagogiques nous permet d'identifier les pratiques effectives, ce qu'on appelle communément les bonnes pratiques. Alors, cet automne, les participants auront l'opportunité de développer leurs compétences numériques sous l'angle de la comodalité. La littérature scientifique a permis de recenser des thèmes prioritaires pour devenir confortables et compétents dans l'application des stratégies pédagogiques en contexte de comodalité. Alors, cette recension combinée aux résultats du projet pilote me permet d'affirmer que la formation qui sera offerte ciblera l'essentiel. Voici donc un aperçu de la programmation. France Lafleur vous invite à un buffet pédagogique. Un menu à la carte pour les différents types d'appétit numérique. Des défis pour tous les goûts. Il y en aura pour les curieux, les audacieux et même les cascadeurs. Cette formation en ligne autoportante sur la comodalité animée par France et Étienne sera enrichie par des webinaires palpitants et inspirants, des simulations d'enseignement comodal, de l'accompagnement, du matériel didactique et des ressources disponibles en ligne, et des outils technopédagogiques dernière tendance. Revenez-nous cet automne pour cette formation concrète et dynamique. Alors, tu sais, Étienne, ce ne sera pas une reprise de ce qui a déjà été vu. Nous allons plutôt travailler les aspects concrets, très concrets. Alors, du pratico-pratique, quoi? Merci, France. On retrouve les auditeurs dans quelques minutes pour écouter les questionnements à propos de la mise en œuvre de la comodalité. Nous parlerons sûrement de la gestion des interactions présence-distance puisque c'est un grand défi. Alors, à tout de suite. Je passe maintenant la parole à Kevin Boutin, conseiller récit au Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin, qui nous parlera d'une expérience vécue au primaire. Merci beaucoup, Mme Lafleur et M. Roy, et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse à vous afin de vous présenter les faits saillants d'une utilisation en classe primaire du système de visioconférence, une classe primaire du Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Je vais tout de suite porter votre attention sur la photographie de la classe où a eu lieu l'expérimentation, afin que vous voyez l'installation que notre CS a privilégiée. Donc, on voit un téléviseur de 42 pouces précisément fixé au plafond. Et sous le téléviseur est installée la barre Polix 50 qui consiste en le système de visioconférence. L'intention de l'expérimentation était de permettre aux élèves la poursuite des apprentissages, donc aux élèves isolés à la maison, en leur donnant le meilleur accès possible à la salle de classe via le système de visioconférence. Donc, c'est un peu pourquoi j'appelle ma présentation « À l'école comme à la maison ». On tentait vraiment de reproduire l'école à la maison
de manière à ce que l'élève absent, lorsqu'il revienne en classe, n'ait pas à reprendre, récupérer les contenus enseignés pendant son absence. L'expérimentation s'est déroulée dans une classe de premier cycle où 2 enseignants travaillent en co-enseignement. Il y a plusieurs ajustements techniques qui ont été réalisés avant l'expérimentation relatée aujourd'hui. Des ajustements techniques là, qui visaient à rendre le système plus performant, plus fiable et à répondre à certains besoins exprimés par les enseignants. Le retour en classe s'effectuait le 10 mai pour les élèves en Beauce, mais un élève se retrouvait en isolement jusqu'au 17 mai. Donc, c'est avec cet élève-là qu'on a réalisé l'expérimentation. Les enseignantes ont bien sûr organisé leur travail de manière à intégrer l'utilisation du système de visioconférence. Voici quelques éléments de leur organisation. D'abord, on demandait à l'élève de se connecter lui-même aux rencontres, aux réunions organisées par l'enseignant, afin qu'il suive le cours. Donc, on était vraiment dans un mode synchrone à distance. On avait les ajustements techniques dont j'ai fait mention préalablement, ont entre autres servi à fixer la caméra du système qui autrement est mobile. Donc, on a cherché à fixer la caméra sur le TNI afin qu'elle capte, oui, le TNI, mais aussi un champ à gauche et à droite, de manière à ce qu'elle capte également l'enseignant qui interagit sur le TNI. De cette manière-là, les enseignants n'avaient pas besoin de procéder à un partage d'écran pour partager le contenu à l'élève à la maison. Le système de visioconférence, sa caméra faisait le travail de façon claire et nette, qui rendait le tout possible, comme on peut voir sur la photographie présente. Donc, c'est ce que l'élève à la maison avait accès. La gestion du droit de parole de l'élève à la maison se déroulait ainsi. Donc, c'était très simplement, l'élève, lorsqu'il avait une question, ouvrait son micro, interpellait librement les enseignants. À ce moment-là, les enseignantes se rendaient au TNI afin d'activer leur micro et de répondre à l'élève. Donc, on en comprend que les enseignantes avaient fait le choix de fermer le micro lors des périodes de travail parce qu'elles jugeaient que ça pouvait devenir distrayant pour l'élève à la maison. Afin de réaliser le suivi des travaux réalisés à la maison par l'élève, les enseignantes utilisaient le téléviseur fixé au plafond. Elles demandaient à l'élève de présenter son travail via la caméra de son propre appareil. Et ensuite, elles étaient en mesure, là, via le téléviseur, d'observer très facilement le travail des élèves et de photographier même le résultat au besoin. Ici, sur cette photo, on voit 2 élèves qui sont en train de partager là, leur calcul à l'enseignante. J'ai volontairement brouillé l'image pour que ce soit pas que rien soit reconnaissable. Donc, de cette expérimentation a nécessairement émergé des réflexions et des constats. Je vous en partage quelques-uns. Tout d'abord, on remarque que le fait que les enseignantes n'aient pas à partager leur écran, mais que ce soit toujours la caméra qui capte le contenu, mais ça évitait aux enseignants de devoir partager leur écran plusieurs fois. Donc, cette élimination de manipulation-là vraiment favorisait une plus grande fluidité des leçons offertes par les enseignants. Et pour l'élève à la maison, le fait de voir son enseignante qui écrit au TNI comme dans la classe, au lieu de voir platement un partage d'écran avec un pointeur de souris qui se promène, c'était vraiment un gain au niveau de la qualité de l'immersion, l'expérience immersive de l'élève à la maison. Le téléviseur fixé en classe qui offrait un accès visuel à l'élève à la maison a aussi fait une bonne différence. La qualité du rendu du téléviseur permettait aux enseignantes vraiment de bien observer l'élève, de bien observer ses travaux, et si bien même que les enseignants, pendant la semaine d'expérimentation, se sont sentis à l'aise de porter un jugement sur le développement de certaines compétences de l'élève à la maison. Donc, on a procédé à l'évaluation de certaines compétences. Les enseignantes, cependant, reconnaissent qu'on va devoir faciliter l'interaction avec l'élève à la maison. Donc, la manière de fonctionner présentement, qui est de se rendre au TNI, d'ouvrir le micro, n'est pas assez efficace à leurs yeux. Et elle le serait encore moins si plusieurs élèves se retrouvaient à la maison en même temps, on en convient. Donc, on travaille présentement minimalement comme solution à faire en sorte que les enseignants soient en mesure d'activer leur micro sans devoir se rendre au TNI. De cette façon-là, on éliminerait quand même des allers-retours entre les élèves en classe et le TNI. En fait, les enseignantes ont manifesté un souci pour les élèves en classe. Donc, ils ont dû les sensibiliser au fait qu'il se pouvait que les élèves en classe, ils allaient se retrouver plus souvent en attente que d'habitude pour permettre aux enseignantes de répondre à l'élève à la maison. Donc, il y a une sensibilisation là, à ce niveau-là qui a été faite. Et finalement, ça demeure important pour les enseignantes que ce qui se passe dans la classe reste dans la classe.
Ce que j'entends par là, c'est toutes les interventions en lien avec les comportements des élèves. Donc, les enseignantes demeurent, pour ça important encore que ça reste dans la classe, que ce ne soit pas entendu, bref, par l'élève à la maison, mais surtout par l'entourage de l'élève à la maison. Je terminerai en rappelant l'intention de notre projet. Notre projet pilote, en ce qui me concerne, c'était de permettre la poursuite des apprentissages des élèves à la maison. Donc, c'était une intention humble. On ne cherchait pas à réinventer tout de suite le monde. Et je crois que ça a contribué au succès et ça a contribué au fait qu'on a pu en retirer là, certains constats et certaines réflexions. J'espère vous avoir offert quelques pistes de solutions dans l'utilisation quotidienne du système de visioconférence, mais je suis conscient que plusieurs questions demeurent entières et je suis d'autant plus conscient que ces questions-là, je ne serais pas en mesure d'y répondre tout seul derrière mon écran. Donc, c'est d'ailleurs en collaborant avec des enseignantes que je suis en mesure de vous livrer ces constats-là aujourd'hui. Et cette collaboration-là, j'aimerais qu'elle s'étende le plus largement possible, de manière à ce qu'on relève là, ce défi de taille-là, tout le monde ensemble. Donc, pour ma part, je vous invite à poursuivre là, la réflexion avec moi en m'interpellant via mon compte Twitter, dont les coordonnées vont être présentées à la fin de la présentation. Merci, et sans plus tarder, je passe la parole à Mme Julie Bélanger et M. Jean Bélanger. Merci, M. Boutin, pour le partage de cette expérience et de vos constats. Nous allons maintenant avoir un aperçu de ce que Fadio peut vous apporter grâce à son expertise en formation à distance. Fadio est un regroupement de 18 établissements d'enseignement interordre mobilisés autour d'un objectif commun, soit celui de développer des formations à distance de qualité. Fadio développe cette expertise depuis maintenant déjà 8 ans. Fadio présente des ressources exclusives aux membres, mais aussi des ressources disponibles en libre accès. Sur le site Internet de Fadio, fadio.net, vous retrouverez sous les différents onglets des sections où vous pourrez justement accéder à ces ressources disponibles en libre accès. Commençons par l'onglet Formation, où vous retrouverez notamment la section Webinaires et capsules de formation. Vous pourrez donc visionner ces formations. Vous avez également l'onglet Événements. Fadio organise plusieurs événements, notamment la Semaine de la formation à distance, dont on a pu vivre la 5e édition cette année. On peut voir à l'écran un aperçu de la programmation de la Semaine de la formation à distance cette année. Une programmation fort riche et vous pouvez consulter, visionner l'ensemble des présentations qui ont été tenues à ce moment-là. Il y a également un accès aux archives, c'est-à-dire aux éditions antérieures. Je cède maintenant la parole à Mme Julie Bélanger qui vous présentera un aperçu des ressources produites par Fadio. Oui, merci Jean. Alors, bonjour. Si on regarde un petit peu, moi, je me suis attardée au volet ressources. Entre autres, nous allons regarder, vous allez voir à l'écran, la capsule d'écran du site de Fadio. Donc, on regarde la section ABC de la FAD et la section recto-verso. Alors, pour l'ABC de la FAD, dans le fond, on vous offre différentes capsules vidéo avec de la documentation qui a été déposée pour vous. Alors, si vous avez des questions concernant le vocabulaire, c'est quoi synchrone, c'est quoi asynchrone, c'est quoi hybride, bien, c'est à cet endroit-là que c'est bien expliqué. Sur la section suivante, qui est les recto-verso, alors, nous avons présentement 3 recto-verso qui existent pour vous soutenir dans la mise en place de classes de formation à distance. Alors, à gauche, critères de qualité d'un cours en formation à distance est destiné à l'enseignant. Au milieu, outils diagnostiques pour une gestion de qualité en formation à distance, c'est pour le gestionnaire. Et du côté droit, c'est l'installation d'un local. Alors, c'est destiné aux services informatiques. Et il y en a un 4e qui est présentement là, on travaille dessus, qui va porter sur l'encadrement. Alors, prochaine diapo, vous avez les 3 documents, le visuel, en fait, des 3 documents qui sont accessibles. Et on va s'attarder un petit peu plus là, dans la minute qui suit sur la diapositive, sur les critères de qualité d'un cours de formation à distance. Alors, c'est celui qui est destiné à l'enseignant.
Nos recto-verso sont faits vraiment vraiment plus possible sur une feuille, sauf que ça peut arriver des fois que ça dépasse parce qu'on avait un petit peu plus de critères dans celui-ci. Le sous-comité travaille vraiment, il allie recherche et la pratique sur le terrain. Alors, il faut se dire que c'est vraiment un idéal à atteindre. On ne peut pas s'attendre qu'on va atteindre ça en une année, mais on se donne le temps, puis avec le temps, bien, vous allez pouvoir peut-être aller cocher plus de critères. Alors, vous l'avez présentement à l'écran. C'est vraiment, c'est ça, une des cases à cocher avec un barème tout en haut. Alors, vous le faites. Puis pour les enseignants, le vocabulaire, même pour moi qui est au récit, c'est un vocabulaire qui est en lien avec la FAD. Alors, on vous invite à vous associer de votre conseiller pédagogique, TIC, récit technopédagogue. Et si on regarde rapidement les sections du document, il y a 4 sections, donc élaboration d'un cours, démarche d'apprentissage, organisation d'un cours et encadrement des apprenants. On vous laisse sur quelque chose qui est vraiment génial, c'est les formations qui sont déposées sur Cadre 21 et qui portent sur la formation à distance. Alors, présentement, on a une formation qui porte sur les tâches évaluatives en FAD à l'enseignement supérieur, mais à la fin du mois de juin, vous aurez des tâches évaluatives au secteur des jeunes. Alors, c'est ce qu'on attend. En août, une formation portera sur pédagogie active. En octobre, scénarisation pédagogique. Et en janvier, l'expertise apprenante. Alors, je cède la parole à M. Serge. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Donc, quand on parle de comodal, par où est-ce qu'on commence quand on veut faire ça? Ou même pour la formation à distance, la démarche est relativement similaire, c'est-à-dire par où on commence. Bien, la première étape consiste à identifier vos ressources. Des ressources pour vous former, comme ce qui a été présenté par Mme Bélanger au FADIO, ce qui existe aussi au récit. Des ressources pour vous informer sur ce que c'est que le comodal ou la distance et des ressources pour vous accompagner. Donc, quelles sont les ressources autour de vous? Est-ce que vous pouvez travailler avec des conseillers récits? Est-ce que vous pouvez travailler avec des conseillers à l'intérieur de vos établissements? Des collègues qui ont déjà peut-être expérimenté ou encore demander de l'accompagnement par une direction? Ensuite de ça, l'autre point important, c'est de partir des élèves. C'est-à-dire qu'à partir des élèves, on se dit où ils se trouvent, dans quelle situation ils se trouvent, et à partir de là, on peut proposer un design pédagogique unique pour tous les élèves dans le cas du comodal. Pour ce faire, c'est penser un design d'un cours comme si les élèves à distance étaient dans la classe et font partie d'un groupe, et ils font partie du groupe, et les élèves en classe, comme s'ils faisaient partie du groupe à distance. Donc, il faut les penser ensemble. Par exemple, ça serait de prévoir des activités d'apprentissage en ligne pour tous les élèves, prévoir des interactions et des échanges en ligne pour tous les élèves. Donc, ça implique que les élèves en classe ont des appareils. Comme ça a été dit précédemment, il y en a beaucoup qui ont été distribués. Donc, les élèves en classe peuvent utiliser les appareils, tout comme ceux qui sont à distance. C'est aussi centrer la pédagogie sur les élèves et leur mise en action, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, la pédagogie active. Donc, comment on fait pour mettre les gens dans une situation engageante, motivante. C'est aussi mettre en œuvre des principes de l'enseignement efficace et ainsi on s'assure d'avoir des impacts sur la réussite de tous les élèves. C'est penser la démarche, comme je l'ai dit, en fonction de mobilisation, motivation, l'engagement. Et il y a des clés pour arriver à avoir cet engagement-là. C'est aussi miser sur des stratégies pédagogiques d'apprentissage en groupe. Donc, on peut parler de discussions en petit ou en grand groupe, des sondages interactifs avec des outils comme Kahoot, avoir un canal de communication de fond, ce qu'on dit en anglais un back channel, donc un canal de communication formel et informel où tous les étudiants, tous les élèves et l'enseignant peuvent échanger par rapport à ce qui se vit présentement dans la démarche d'apprentissage. Ça peut être des activités de prise de notes collaboratives, des activités formelles organisées d'apprentissage collaboratif ou coopératif. Troisième élément, c'est favoriser la présence. Donc, une présence qu'on va dire cognitive, donc faire en sorte que les élèves sont en interaction avec les contenus d'apprentissage. C'est à favoriser une présence de l'enseignant, c'est-à-dire une présence qui se manifeste dans l'encadrement
dans la gestion qui se fait lors des rencontres, mais aussi en dehors des rencontres. Et cet encadrement-là ou cette présence enseignante-là se retrouve aussi dans le matériel didactique qui est proposé à tous les élèves, c'est-à-dire dans la structure, dans la feuille de route à suivre, dans les conseils ou les aides au moment opportun dans le matériel. Donc, il y a une forme d'encadrement qui se retrouve dans le matériel. Et la troisième présence, c'est la présence sociale, donc une présence qui se manifeste par des échanges, des relations, des interactions, de la communication. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il va se développer un esprit de groupe. Quatrième élément, c'est avoir une stratégie numérique claire et simple. Pour ce faire, on cherche à avoir peut-être à utiliser une seule plateforme de cours pour tous les élèves, donc une plateforme Moodle ou autre, utiliser une seule plateforme de visioconférence pour tous les élèves. Et dans le cas du comodal, peut-être combiner ça avec une salle d'apprentissage actif où on va travailler peut-être en îlot avec des appareils. Donc, on peut arriver à aller plus loin aussi sur le plan pédagogique. Une autre bonne pratique pour le comodal, c'est de miser avant tout sur le développement de matériel d'apprentissage asynchrone. Agir ainsi, ça va faciliter la réutilisation et l'amélioration du matériel au fil du temps. Ça permet aussi d'utiliser des ressources éducatives libres. Par exemple, dans l'école ouverte, on a beaucoup de ressources. Le Récit, le Fadio en propose. Il y a une multitude de sources de matériel qui peut être utilisé. Travailler avec du matériel asynchrone, ça facilite des stratégies comme la classe inversée, l'assemblage de parcours d'apprentissage individualisés. Ça permet de faciliter aussi le respect du rythme de l'apprenant. Donc, si on a un apprenant qui a des difficultés ou si on a un apprenant qui a une condition liée à une maladie ou quelconque, il va pouvoir travailler à son rythme parce qu'il va avoir du matériel asynchrone. C'est aussi prévenir des problèmes de connexion parce que quand on dit numérique, ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité, un risque qu'il y ait des problèmes de connexion, d'appareil qui n'est pas mis à jour, la bande passante, et ainsi de suite. Donc, avec du matériel asynchrone, les élèves peuvent continuer. Ça permet aussi d'anticiper des situations imprévues, comme a mentionné Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire une condition sanitaire changeante, une maladie, un groupe d'élèves qui ne peut pas participer. Donc, on va travailler avec du matériel asynchrone, ça nous permet d'éviter, de diminuer ces difficultés-là. Et travailler avec du matériel asynchrone, ça nous permet aussi de développer du matériel beaucoup plus inclusif. Donc, c'est reconnaître que les élèves ont des besoins il y a certains élèves qui ont des besoins particuliers et qui ont besoin d'avoir du matériel adapté. Et finalement, développer du matériel asynchrone, ça donne une possibilité de développer du matériel en équipe matière, qu'on pourrait dire. Donc, je ne sais pas, moi, 3 professeurs de mathématiques dans le même centre scolaire pourraient développer, s'assigner, dire, toi, tu t'occupes de la notion A, toi, moi, la B, le 3e, le C, et ensuite de ça, on partage le tout. Donc, on développe du matériel réutilisable et qu'on peut perfectionner avec le temps et on le travaille en équipe. Dans ce sens, pour le développement du matériel didactique qu'on va dire médiatisé, la formation J'enseigne à distance, qui a déjà été suivie par plus de 200 000 personnes, propose des outils et des façons de faire pour développer du matériel qui peut être utilisé de manière asynchrone par les élèves. Finalement, une dernière bonne pratique, c'est qu'au moment où on donne des cours comodales, où on est en mode comodal, il faut penser à gérer les relations entre les élèves. Donc, il faut anticiper quelles sont les interactions. C'est favoriser la réciprocité entre les élèves à distance et ceux en classe. Ça peut être de ralentir le rythme lorsque c'est nécessaire. Ça peut être de partager les questions. Ça peut être aussi, c'est aussi aller trouver d'autres formes d'informations ou de signes ou de petites nuances qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le langage habituellement on retrouve dans le langage non verbal. Donc là, on ne l'aura peut-être pas. Fait qu'il faut être un petit peu à l'affût de tout ça. Donc, on est dans un mode de gestion de relations entre les élèves et l'enseignant. Et finalement, c'est aussi une dernière bonne pratique, c'est de faire des tests, de faire des pratiques avec du soutien qui est fourni à l'enseignant et aux élèves lors des premiers moments. Donc, il existe un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour arriver à faire du comodal de façon efficace. Madame Anger, je vous cède la parole. Merci, M. Gérard-Lajoie. Alors, évidemment, c'est un immense merci à tous nos panélistes pour leur généreux et précieux partage. Les situations vécues avec succès dans nos écoles ne peuvent que nous inspirer.
Alors, comme le mentionnait justement M. Gérald-Lajoie un peu plus tôt, pour favoriser le succès des projets d'enseignement et d'apprentissage en contexte de comodalité, des ressources de soutien et d'accompagnement sont offertes au milieu scolaire. Vous en connaissez sans doute, hein? J'enseigne à distance de la TEDUC, l'école ouverte, l'Orici, l'Oricifal, Fadio, etc. Il n'en tient qu'à vous de découvrir les autres. Par exemple, il y a le RICI. Il s'agit d'un réseau formé de plus de 245 conseillères, conseillers, spécialistes pédago-numériques présents partout au Québec pour vous accompagner dans l'intégration pédagogique d'outils numériques et technologiques. Le RICI, c'est 70 services locaux à la formation générale des jeunes, tant pour les établissements publics que privés. C'est 18 services régionaux de la formation générale des adultes. C'est 14 services nationaux qui assurent un soutien particulier, comme par exemple celui du domaine des langues, celui des arts, celui de l'adaptation scolaire ou encore le RICIFA, dont je fais partie en compagnie de mes 7 autres collègues. Une collaboration étroite entre le conseiller RICI et le conseiller pédagogique disciplinaire constitue une avenue prometteuse pour accompagner le personnel enseignant dans la mise en œuvre de tels projets. Par exemple, ils pourront accompagner l'enseignant dans la planification numérique et disciplinaire, de même que dans l'actualisation de situations d'enseignement et d'apprentissage en contexte comodal. Comme l'a mentionné mon collègue Étienne Roy précédemment, le RICIFA distribuera sous peu des micro-formations sous forme de fiches pédagogiques pour développer vos compétences à enseigner en comodalité. N'hésitez pas à faire appel à toutes ces personnes, de même qu'à vous familiariser pas à pas avec les ressources présentées aujourd'hui. Nous sommes là pour vous aider. Enchaînons maintenant avec la seconde partie du webinaire consacrée aux échanges en atelier sur diverses modalités d'enseignement à distance. La description des ateliers, de même que le lien pour y accéder, sont présentés sur le site du webinaire. Notez qu'il n'y aura pas d'enregistrement et que la traduction simultanée sera offerte seulement dans l'atelier 1. Je vous rappelle que vous pourrez activer votre microphone et votre caméra pour contribuer aux discussions. Que ces échanges soient enrichissants pour vos pratiques, vous donnent le goût d'aller de l'avant et de vous aussi passer à l'action. Bonne continuation.